Bonjour à tous, je suis Jonathan Siboni, fondateur et CEO de Luxury Insight, la première plateforme de data intelligence des maisons de luxe. Toutes les 2 semaines, Godfrey Dini, rédacteur en chef international, et Olivier Guyot, rédacteur en chef France chez Fashion Network, s'entretiennent avec les personnes qui façonnent le monde du luxe, de la mode et de la beauté. Nos invités partagent leur parcours, leur analyse du marché et leurs perspectives pour leur industrie. Retrouvez tous les épisodes sur luxuryinsight.com, les réseaux sociaux et toutes les plateformes de streaming. Alors, bon podcast! Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mélanie Caron. Mélanie Caron, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Ladurée, donc on va parler pâtisserie aujourd'hui. Vous avez rejoint le groupe il y a presque 3 ans maintenant. L'enseigne a été reprise par le groupe Love en 2021 et l'un de vos objectifs est notamment de retrouver le niveau d'activité pré-Covid, qui était au-delà des 100 millions d'euros à peu près. Ce qui va aider peut-être à retrouver ça, c'est de l'engouement qu'il pourrait y avoir autour des Jeux Olympiques, car vous êtes partenaire des Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ça veut dire pour Ladurée être partenaire des Jeux Olympiques ? Oui, alors, le bon vocabulaire, c'est que nous avons une licence Paris 2024. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons effectivement été approchés par l'organisation Paris 2024, qui cherchait à développer toute une série de produits sous licence qui reflètent le meilleur du savoir-faire français, afin de donner à voir, pendant cette période des JO, un peu les meilleurs acteurs dans chacun des domaines. Et donc, dans ce cadre-là, évidemment, sur la pâtisserie, on a entamé des discussions qui nous ont mené à effectivement lancer une collection de produits sous licence. Donc, on a des macarons, des pâtisseries qui sont des recettes dédiées pour les Jeux Olympiques et tout un design de coffret qui reprend évidemment l'identité visuelle des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et en fait, ce qu'on veut faire avec cette collection, c'est évidemment donner à voir à tous les visiteurs qui viendront à Paris à l'occasion des Jeux Olympiques notre savoir-faire et proposer aussi un souvenir, puisque on le sait, les coffrets Ladurée sont des coffrets qu'on ne jette pas mais qu'on garde. Et donc tous les coffrets estampillés Paris 2024 permettent aussi aux visiteurs qui le souhaiteront d'emporter chez eux un petit souvenir. Alors vous, juste comment l'idée est venue de dire, oui, bien sûr, s'il y a Paris 2024, on va être le licencié pour la pâtisserie. Absolument. Comment c'est venu cette idée-là ? En fait, ça nous a semblé assez évident de participer à cette grande fête que sont les Jeux Olympiques quand on est une marque parisienne installée depuis 1862 rue Royale. En fait, à l'inverse, ça aurait été très étrange de ne pas y prendre part. Ce qui nous a semblé, nous, très évident, c'était de se dire on va accueillir le monde à Paris, nous sommes une enseigne présente dans 20 pays, donc en fait, on a aussi, on le sait, des visiteurs qui nous connaissent déjà, qui vont avoir l'occasion, lors de leur venue à Paris, de visiter nos flagships, à la fois celui de la rue Royale qui va réouvrir là, qui est en pleine rénovation, et celui des Champs-Élysées évidemment, qui est au cœur de la fête, je dirais, qui a été rénové tout récemment et qui a été justement rénové en prévision des Jeux Olympiques. Ça a été un gros chantier, ça. Absolument, pour la maison. Oui, on a été en chantier une grande partie de l'année 2023. L'idée pour nous avec la rénovation de ce flagship, c'était vraiment de repenser en fait ce qu'on avait envie de montrer au sujet de la maison, comment on venait intégrer tous les savoir-faire pâtissiers au sein de ce flagship. Donc, on a aujourd'hui des espaces très différents qui permettent aux clients qui vient dans ce lieu une vraie déambulation. On a à la fois, évidemment, la boutique, le salon de thé, mais on a aussi un bar à dessert où vous pouvez voir les pâtissiers travailler. On a une cooking class où vous pouvez venir prendre un cours de pâtisserie. On a des espaces de réception et d'animation. Donc, c'est vraiment un endroit qui se veut comme un parcours et qui vraiment a été pensé aussi en prévision des Jeux Olympiques et qui s'inscrit dans un espèce de promenade, je dirais, pour tous ceux qui visiteront les Champs-Élysées et en particulier notre flagship. Vous êtes aussi associé en termes de licence avec, vous avez signé Roland Garros. Absolument. Vous avez signé d'autres événements comme ça. C'est un peu particulier, mais pour un spécialiste du macaron, signer des licences comme ça, qu'est-ce que ça apporte comme truc en plus ? Alors, Roland Garros, qui nous intéresse dans la démarche avec Roland Garros, c'est vraiment l'association qui existe entre Roland Garros et l'art de vivre à la française. Parce que Roland Garros, c'est un tournoi de tennis, mais c'est aussi un rendez-vous d'élégance, un rendez-vous vraiment de l'art de vivre. Et c'est vrai que l'intégralité du tournoi, des installations, de l'offre, de l'expérience qui est proposée aujourd'hui à Roland Garros est vraiment extraordinaire. Et il nous semblait très intéressant en fait d'être associé aussi à cet événement pour des raisons vraiment
de présentation de l'art de vivre et de l'élégance. Donc on a développé avec Roland Garros, pareil, un coffret et une recette de macarons dédiés qui sont vendus évidemment dans le stade, mais aussi à l'extérieur de nos boutiques, puisque en général, ces partenariats sont souvent des partenariats win-win, où ce qui intéresse Roland Garros, c'est aussi évidemment d'être présent dans nos boutiques au travers du coffret. Donc c'est vraiment des partenariats, si vous voulez, où nous, on va aller chercher une exposition à un public un tout petit peu différent de celui qu'on peut avoir d'habitude, sur une logique de marque, d'art de vivre, d'élégance, tout ce qui est autour finalement de l'expérience Roland Garros. Et pour Roland Garros, évidemment, le fait de pouvoir être présent dans nos boutiques, notamment en aéroport ou en centre-ville. Donc c'est vraiment des caisses de résonance qui font que le partenariat fonctionne. Alors j'insiste un peu, mais un macaron Roland Garros ou un macaron Paris 2024, ça a quel goût ? Parce que c'est quand même ça le cœur de l'histoire, non ? Oui, alors c'est très marrant parce que donc c'est évidemment une création proposée par notre chef Julien Alvarez. Donc Julien, on va aller le voir, on va lui dire écoute, voilà Julien, on a besoin d'une recette pour Roland Garros. Voilà les mots qui vont évoquer pour nous Roland Garros. Donc ça va être l'été, la fraîcheur, le sport évidemment, l'énergie, etc. Et donc lui va venir avec des propositions de recettes. Et ça a été un peu pareil sur les Jeux Olympiques où typiquement il a sorti des recettes autour du gingembre, du citron. Donc des matières premières qui sont associées à une forme d'énergie, une forme de soleil aussi, parce qu'on parle aussi d'événements estivaux, et ça compte quand on fait évidemment de la pâtisserie. On fait pas la même chose en hiver et en été. Et donc voilà, donc en fait en général, on travaille en collaboration à l'intérieur de la durée et évidemment en collaboration avec notre partenaire pour pouvoir faire des propositions qui résonnent pour tout le monde. Et c'est vrai qu'en général, quand on s'intéresse au sport, on va s'intéresser à des matières premières associées à une forme d'énergie. Vous parliez de la manière dont vous avez revu le flagship. Je ne sais pas si vous dites un flagship, oui, mais sur les Champs-Élysées. Tout à fait. Est-ce que justement le fait d'avoir cette collaboration, cette licence France 2024, est-ce que Paris 2024, ça vous a amené à voir des espaces dédiés à cet événement-là dans le flagship ? Est-ce que vous avez conçu des moments aussi pour la période des Jeux ? Alors absolument, on va transformer légèrement notre flagship pour la période des Jeux Olympiques en augmentant, si vous voulez, la surface d'expérience retail, parce qu'on sait qu'on va accueillir a priori beaucoup de visiteurs et on avait envie vraiment de mettre en avant cette collection. Et donc pour ce faire, on va réorganiser un petit peu notre rez-de-chaussée pour avoir vraiment pendant la période des Jeux Olympiques uniquement, donc c'est pas encore en place au jour où on se parle, mais vraiment pour proposer, donner à voir aux clients qui nous visiteront l'intégralité de la collection, vraiment en miroir avec ce qui se passe sur les Champs-Élysées. On sait qu'on va être au cœur du sujet pendant les Jeux Olympiques sur cette boutique des Champs-Élysées. On avait à cœur d'accueillir les visiteurs qui le souhaitent dans les meilleures dispositions. On a toujours beaucoup de monde dans notre flagship, c'est une chance. Et donc, on s'est aussi posé la question d'aménager pour accueillir au mieux les visiteurs qui le souhaiteront. Donc oui, la réponse, on adapte légèrement avec notamment un corner vraiment dédié à la collection des JO Paris 2024. C'est intéressant dans tout ce que vous dites, on voit vraiment votre parcours marketing, parce qu'avant de rejoindre la durée, vous étiez directrice marketing d'Aéroport de Paris, c'est ça ? Absolument, oui. Et dans ce que vous dites sur la circulation, sur la manière de concevoir les espaces, on sent que, je ne sais pas si c'est l'expérience chez Aéroport de Paris sur repenser les espaces de vente d'Aéroport de Paris qui a infusé, mais en tout cas on sent qu'il y a une réflexion très, très forte derrière tout ça. Absolument. Quelle est l'importance de votre parcours marketing et est-ce que vous pouvez me dire un peu qu'est-ce que vous faisiez en fait chez Aéroport de Paris ? Oui, absolument. Donc moi, j'ai un parcours marketing depuis à peu près le début, je dirais, de ma carrière professionnelle. Et par marketing, moi, j'ai surtout été très marquée par la notion d'hospitalité. Donc, c'est vraiment l'expérience client au cœur. Donc, avant d'être chez Aéroport de Paris, j'étais dans le groupe Accor, où typiquement, la notion d'hospitalité est évidemment tout à fait évidente quand on fait de l'hôtellerie. Et ce qui était assez intéressant quand j'ai rejoint les équipes du groupe ADP, c'était de mettre à profit cette expérience de l'hospitalité dans un milieu réputé hostile, qui est celui de l'aéroport. Or, on sait très bien que le bâti est ce qu'il est,
Le process aéroportuaire est ce qu'il est, les passages obligés sont ce qu'ils sont. C'est des choses qu'on ne peut pas changer. On n'arrêtera jamais de contrôler votre passeport ou de contrôler votre valise. C'est ainsi. En revanche, comment est-ce qu'on peut réussir à mettre autour des espaces qui sont le plus divertissants possible, les plus agréables possible et qui rendent finalement cette expérience un peu moins aride? Ça, c'était vraiment la mission chez Paris Aéroport. Et donc, on a travaillé... donc, moi, j'ai vraiment amené, si vous voulez, cette logique de transformer les salles d'embarquement en lobby d'hôtel avec des projets majeurs de rénovation, de transformation des salles d'embarquement sur un principe qui disait finalement, dans l'aéroport, on a une clientèle privilégiée qui a accès à des salons qui sont absolument magnifiques et puis on a surtout l'essentiel de la clientèle qui, elle, patiente dans des salles d'attente qui parfois sont assez punitives d'un point de vue expérientiel. Donc c'était vraiment cette logique-là de se dire comment est-ce qu'on arrive à... Les gens attendent en moyenne 2 heures, 2 heures et demie à l'aéroport avant de prendre un avion. Comment est-ce qu'on transforme ces 2 heures d'attente en 2 heures de plaisir, déambulation, de découverte et de surprise? Donc on a mené des projets assez majeurs de rénovation, donc sur le terminal 2G notamment avec une designeuse qui s'appelle Dorothée Melikson, sur le terminal 1 qui est un nouveau bâtiment avec les designers Taureau et Lyotard, et on a aussi évidemment lancé un certain nombre de projets, un terminal VIP justement qui va voir le jour dans le cadre des JO également. Donc on a mené beaucoup de projets comme ça, je dirais, de rénovation et de réhabilitation des espaces. Mais du coup, en osant revoir en fait la fonction de ces espaces-là. Absolument, et ça c'est là où j'ai eu beaucoup de chance parce que Augustin de Romanet, patron du groupe ADP, a été évidemment le premier sponsor de cette démarche. C'était important pour lui de passer de la notion d'usager à la notion de client et de passer de la notion de process à la notion d'expérience. Et là-dessus, ça a été évidemment majeur dans la capacité à faire les investissements nécessaires parce que évidemment à la fin c'est quand même une histoire d'investissement, mais il fallait une vraie volonté stratégique. Et là-dessus, Augustin de Romanet et son comité exécutif ont été toujours très en avance en fait sur la réflexion de... Et aujourd'hui, c'est drôle parce que ces terminaux qui sont aujourd'hui terminés dans leur rénovation, plus ceux qui vont venir, font l'objet d'une curiosité internationale du reste du monde des aéroports, donc beaucoup de visites. Moi, j'ai une question, après je reviendrai sur ce que vous faisiez chez Accor, mais comment on vend ça aux marques? Parce que j'imagine que leur dire, bon bah là on est parti pour plusieurs trimestres de travaux et votre boutique qui fait X millions sur l'aéroport de Paris, elle va fermer ou en tout cas elle va être avec un flux réduit, ça devait pas être simple. Donc comment on gère la relation avec les marques à ce moment-là? Oui, alors ça c'est aussi tout le talent des équipes retail qui ont des relations évidemment avec les marques qui s'inscrivent dans le long terme. Les marques savent que quand elles rejoignent le milieu aéroportuaire, c'est un milieu qui est constamment en mouvement. Et après, si vous voulez, quand on leur explique le projet, la finalité et donc les avantages induits de ces rénovations, on a eu un assentiment généralisé. C'est-à-dire que les marques, si vous voulez, ne demandent que ça, d'être dans des écrins. On le sait, le travel retail, c'est un environnement qui, pour la plupart des marques de luxe, est un environnement assez difficile, sur lequel il y a beaucoup de discussions. C'est pas toujours évident pour une marque de luxe de rejoindre un aéroport. Donc tout ce que l'aéroport peut mettre en œuvre pour faciliter la notion d'écrin, la notion de parcours, la notion de beauté des lieux, évidemment, reçoit un écho très favorable. Donc après, évidemment, c'est des ajustements, c'est des discussions, etc. On fait au mieux pour préserver les intérêts de tous et de chacun. Mais c'est vrai que la finalité elle-même était suffisamment forte pour réussir à embarquer tout le monde dans le projet. Ça, c'est très important. Je reviens sur votre parcours. Vous avez commencé dans le conseil chez Deloitte. Vous avez pas mal voyagé dans votre début de carrière. Qu'est-ce qui vous a fait basculer vers l'hospitality, comme vous le dites, en tout cas l'hôtellerie et l'accueil qualitatif? Qu'est-ce qui vous a fait basculer vers cet univers-là? Et quelles ont été les rencontres qui vous ont fait avancer dans vos réflexions justement sur les flux, l'accueil des personnes, le service aux clients? Oui, alors en fait, effectivement, donc moi j'ai commencé en conseil en stratégie, ne sachant pas trop quoi faire en sortie d'école de commerce, comme beaucoup de mes congénères, je pense. Et donc j'avais un profil très généraliste, j'étais intéressée par le marketing, mais sans vraiment trop savoir. Donc voilà, j'ai commencé en conseil en stratégie, et en fait, assez rapidement, j'ai été staffée, comme on dit, sur des projets de tourisme, autour du tourisme. En parallèle, moi je viens d'une famille plutôt autour de la restauration et de l'hospitality, puisque mes grands-parents étaient dans ce monde-là, donc j'ai toujours un peu baigné dans cet univers-là, et c'était en fait assez mécaniquement l'univers hôtelier, c'est quand même un univers qui fait rêver, enfin qu'on le veuille ou non, même quand on finit par travailler pour la marque Ibis, il y a quelque chose on est tous confrontés à une expérience hôtelière
en tant que client. Donc c'est une industrie qui est facile à comprendre, facile à... je dirais, dans laquelle il est facile de se projeter. Et puis, évidemment, dans la groupe Accor, il y avait une telle diversité de marques que c'était assez évident de se dire c'est sympa, on va pouvoir travailler à la fois sur des marques du quotidien comme Ibis, Novotel, et puis sur des marques beaucoup plus premium, Sofitel, Pullman, et puis maintenant Raffles, etc. Et le portefeuille aujourd'hui de marque upscale du groupe Accor est très étoffé. Oui, et vous avez touché à tout, en fait. Absolument, ouais. Et donc c'est aussi la beauté de cette expérience chez Accor, c'est que c'est des expériences qui sont extrêmement formatrices parce que vous allez à la fois travailler sur des marques dont les enjeux sont la rareté, l'uniqueness, l'expérience absolument extraordinaire parce que finalement, il y a des hôtels dans lesquels on ne va pas aller 25 fois dans sa vie. Et en même temps, de travailler pour une clientèle très régulière chez Ibis, par exemple. Ibis, qui est la plus grosse marque hôtelière européenne, accueille tous les jours des clients extrêmement fréquents parce que c'est de par leur profession. En gros, c'est des gens qui vivent à l'hôtel, quoi, qui sont toujours sur la route, qui sont toujours... Et donc, la capacité à leur proposer, où qu'ils soient en France, en Europe, une sorte de repère, un peu presque une sorte de sécurité de l'expérience, c'est absolument capital. Et donc, en fait, c'est des problématiques à chaque fois qui reviennent à de quoi a besoin le client, quel est l'insight, quelle est la raison principale du choix de cet endroit à cet instant-là, et travailler toujours la proposition marketing avec ça chevillé au corps. Et c'est comme ça que moi, je suis rentrée chez Accor, parce qu'en fait, je venais du conseil en stratégie, et j'ai été recrutée dans l'équipe Insight. Voilà, je suis rentrée chez Accor par l'Insight client. Qu'est-ce qui vous a fait basculer, justement, par exemple, si vous partagez l'expérience à des étudiants qui se disent bah oui, je rentre dans du conseil parce que voilà, ça me permettra de toucher à tout. À quel moment, quand on est dans le conseil, on se dit bon, maintenant je vais choisir autre chose? Je pense que ça s'impose un peu. Il y a des tas de gens qui restent dans le conseil parce que c'est aussi une diversité de missions hyper riche. Enfin, c'est extraordinaire comme expérience. C'est tout à fait passionnant. Si vous êtes en gros affecté à une industrie qui vous plaît, vous allez voir l'intégralité des gros players de cette industrie, découvrir de l'intérieur beaucoup de différentes entreprises qui peuvent être des sources d'inspiration et des sources de nutrition, je dirais, intellectuelle. En ce qui me concerne, moi, c'est aussi des raisons personnelles. À un moment, j'avais besoin de rééquilibrer un peu mon work-life balance parce qu'on va pas se mentir, le conseil est quand même un métier qui est extrêmement chronophage. Voilà, j'avais mon deuxième enfant, il était temps pour moi de passer à autre chose et je savais que j'avais envie de rejoindre l'hôtellerie. C'était un peu à l'intérieur et donc voilà, l'opportunité s'est présentée. J'ai pas hésité longtemps du tout. Et puis ce qui était aussi intéressant dans ce que j'avais fait auparavant, c'est que j'avais commencé ma carrière à l'étranger. Et ça, c'était quelque chose aussi que j'avais très envie de faire. Moi, enfant, j'avais pas eu forcément la chance de beaucoup voyager et j'étais très, très attirée par la découverte, le monde extérieur. Donc, j'ai profité de mes années en école de commerce pour faire un maximum d'opportunités, d'expériences, d'échanges à l'étranger. Et puis, quand il a fallu trouver ton premier CDI, je me suis dit, je vais partir au Mexique parce que j'avais envie de ça, j'avais envie d'apprendre l'espagnol, etc. Et donc, je commence ma carrière professionnelle au Mexique en conseil. Et donc cette double verticale conseil très très varié et pays étrangers a vraiment aussi forgé une forme de curiosité et mine de rien un matelas assez confortable pour la suite de ma carrière. Oui, ça, je ne le savais pas encore. Oui, au moment où ça se passe, c'est pas forcément là qu'on coche les cases, mais par contre, après, on voit que c'est un atout. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est toujours un peu de suivre finalement ce qui nous fait vibrer. Enfin, je pense qu'on n'est jamais aussi bon que quand on est passionné par ce qu'on fait. Et donc, moi, j'avais aucun calcul, évidemment. J'avais envie d'apprendre l'espagnol. Je suis partie au Mexique. Je savais pas quoi faire. Donc, j'ai commencé par du conseil en stratégie. Et puis, les choses s'affinent, évidemment, au fur et à mesure des années, de la maturité, de l'expérience. Comment justement on prend des postes de direction? Vous avez évolué d'abord dans le marketing, après il y a des directions marketing. Qu'est-ce qui change quand on passe ce cap-là? Comment vous l'avez vécu? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont mis le pied à l'étrier sur certains projets? Est-ce qu'il y a eu des moments clés dans des projets que vous avez menés chez Accor qui ont été clés? Alors en fait, je trouve que avec le tout petit peu de recul dont je bénéficie, effectivement, il y a toujours des rencontres un peu clés. Il y a toujours dans votre parcours des gens qui vont vous faire confiance, qui vont vous donner la confiance, en fait. Même si c'est pas eux qui vont faire le poste de rêve ou la carrière, c'est pas ça le sujet, mais qui vont réussir à nourrir quelque chose en vous qui vous dit, mais en fait, tu peux le faire, n'aie pas peur, vas-y, avance. Moi, dans mon cas, j'ai eu beaucoup de chance parce que chez Accor, il s'avère que
très tôt, en fait, j'ai eu des relations assez privilégiées avec le PDG, Sébastien Bazin, notamment parce que il a monté un Shadow Comex à l'époque, qui était un espèce de Comex des jeunes. Il se disait, ah non, mais moi, mon Comex, il n'arrive pas à réfléchir sur la nouvelle génération, etc., etc. Bon, je crois que depuis, l'initiative s'est un peu affaiblie. Mais en tout cas, à l'époque, il avait cette idée de se dire, en fait, je vais aller recruter au sein des équipes Accor une bande de petits jeunes qui ont quelque chose qui m'intéresse pour mettre un peu de je dirais, de sel. Une dynamique effervescente. Absolument, par rapport à mon Comex. Et j'ai eu la chance de rejoindre cette première saison, en fait, cette première équipe. Et ça a été extraordinaire. Parce qu'alors, très vite, moi qui sortais de mon conseil, le Mexique, j'avais passé 3 ans à Londres ensuite, donc je débarquais vraiment dans le corporate français que je connaissais pas bien. Et là, bim, d'un seul coup, tu vois ce que c'est qu'un Comex, un groupe coté, comment ça fonctionne, à la fois dans ses beautés, dans ses travers, l'interrelationnel, etc. Et donc, pour moi, cette expérience-là, elle a été hyper formatrice. Je me suis dit, ah, génial. Et puis voilà, avec quelqu'un qui me disait, mais en fait, c'est génial, tu en fais partie, vous êtes très peu. Oui, tu te sens un peu favorisé, quoi. Tu dis que tu as de la chance. Donc ça a été assez marquant. Et puis après, vraiment, chez Aéroport de Paris, je redis, mais voilà, quelqu'un comme Augustin de Romanet qui venait je pense d'un milieu où c'était pas du tout simple d'aller imposer le fait d'investir sur des sujets d'expérience client, alors que c'est pas exactement la culture initiale. Alors le groupe a énormément évolué depuis sa présidence, mais voilà, on venait d'un monde où le client c'était la compagnie aérienne, c'était pas le voyageur. Et donc ça a été aussi, et c'est quelqu'un qui m'a toujours, qui m'a donné confiance dans le fait de porter les projets. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'un DG, un président avec une vision, il entraîne aussi l'ensemble de ses équipes vers une amélioration, vers une ouverture d'esprit. Absolument. Et en fait, quand on a envie de ça, je trouve que c'est très porteur et puis c'est très... ça donne une énergie folle. Donc, on a envie de suivre et de proposer toujours plus. Donc, c'est assez vertueux, je dirais, comme mécanique. Mélanie, dans ce que vous dites, moi, je retiens quelque chose qu'on entend de plus en plus dans la mode et dans le luxe. C'est ce rapport à l'expérience du client, valoriser le client, lui faire vivre des expériences omnicanales, sur site, dans un flagship. C'est devenu un discours hyper fort et du coup, j'ai le sentiment qu'il y a un intérêt nouveau de ces secteurs-là pour les gens qui viennent justement comme vous de l'hôtellerie, de l'hospitality. Vous le ressentez, vous voyez qu'il y a ce déclic sur l'expérientiel? Oui, absolument. Et je pense que c'est aussi comme ça que je me suis retrouvée à ce poste, au fond. Je pense que mon actionnaire avait envie d'un profil marketing, il avait envie de quelqu'un qui mette vraiment l'expérience client au centre. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que quelle que soit la marque, la valeur, en tout cas le côté unique, se niche dans cette expérience client. Et c'est pour ça que, on le voit aujourd'hui de façon multidimensionnelle. Évidemment, les boutiques, si je pense à certaines marques de luxe, les boutiques deviennent des endroits absolument extraordinaires, qui sont des voyages, la mise à disposition des matériaux, indépendamment du produit, les efforts qui sont faits sur les écrins eux-mêmes sont absolument extraordinaires. Et c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, à Paris, sur les Champs-Élysées, vous avez 20 minutes de queue pour rentrer dans les grands flagships des marques mondiales de luxe. Parce que c'est des expériences qui méritent vraiment le détour. L'autre sujet qui, moi, me marque pas mal aussi, c'est comment la mode fait culture avec... la notion d'expo. On fait des expos avec des robes, ce qui en soi célèbre cet héritage français, mais qui peut aussi interroger et dire à un moment, on est passé je le dis très mal, mais de la peinture au sac. Et ça, c'est une vraie question. Et à un moment, de se rendre compte que ce qui intéresse aussi aujourd'hui les gens, c'est de revenir aussi à l'histoire, à comprendre les origines des produits qu'ils achètent. Pour moi, ça fait aussi partie de l'expérience. Et quand on achète un sac d'une très belle marque de maroquinerie, vous achetez évidemment un modèle, une couleur, un matériau, mais vous achetez aussi tout un univers et toute une histoire. Et donc, le fait que les marques continuent à investir sur ces sujets-là d'expo, de faire culture, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et puis, dernier sujet, par rapport à mon métier directement, on constate que de plus en plus de marques ouvrent des lieux d'hospitalité. Au sens propre. Donc, on a de plus en plus de cafés, on a des marques comme Louis Vuitton qui investissent dans des lounge d'aéroport, on a des restaurants évidemment qui ouvrent en pop-up, en permanent, etc. Donc on sent bien que les marques, elles ont aussi envie
je dirais, de tirer l'expérience de leurs clients un peu au-delà du magasin et de rentrer vraiment dans un moment de vie. Mais justement, moi, c'est vrai que vous le dites, il y a énormément d'initiatives de ce type-là. Est-ce que ce sont des concurrents ou est-ce que ça amène vers vous une clientèle qui peut-être ne se serait pas tournée vers la proposition de la durée ? Alors, pour moi, je les considère pas du tout comme des concurrents. Je trouve que c'est plutôt quelque chose qui est nature à rendre le marché dans lequel nous sommes extrêmement dynamique. Pour moi, le pire risque, ça serait de faire un métier qui n'intéresse plus personne. Donc, c'est tout l'inverse. Oui, là... Sur la pâtisserie, il y a une offre qui est extraordinaire, très dynamique, avec des pâtissiers hyper talentueux à tous les coins de rue, à Paris en particulier, en France en général. C'est un peu moins vrai quand on passe les frontières, et nous, on a la chance d'être dans 20 pays, donc on voit bien la différence. Mais en tout cas, à Paris, il y a un dynamisme extraordinaire sur ce sujet. Et puis, sur l'hospitalité au sens large, déjà, les marques nous approchent pour en discuter. Et puis, 2, le fait qu'aujourd'hui, tu puisses te dire je m'assois dans un endroit luxueux pour prendre un café, c'est exactement la proposition de valeur qui est la nôtre. Donc, tant mieux, vraiment tant mieux. Comment, justement, ce mélange entre mode, luxe et votre univers de la pâtisserie, de l'accueil pour un café, pour un thé, vous le gérez, vous avez de plus en plus des collaborations. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est à la fois comment il y a des collections finalement de pâtisseries qui se mettent en place, donc par saison, finalement comme dans la mode, et des collaborations comme dans la mode. La dernière que j'avais, c'était avec un designer qui s'appelle Marin Montagu. Comment on construit ça ? Comment on définit avec qui on a envie de travailler et comment on arrive à aborder pour que le propos soit cohérent en fait. La Maison La Durée, je pense que c'est ce qui fait vraiment son unicité, a été de loin la première marque de pâtisserie à s'approprier les codes de la mode. Aujourd'hui, tout le monde trouve ça très normal de faire des collaborations, de faire des collections de coffrets, etc. La Maison le fait depuis toujours. Et je pense que c'est vraiment ça qui l'a aussi positionné dans cet entre-deux. Ni pâtisserie, ni maison de mode, mais un peu les deux finalement. Donc, on a énormément de collaborations au compteur, vous le dites. On continue à en faire beaucoup. Ce qui nous intéresse dans les collaborations, c'est toujours de se faire rencontrer des imaginaires. Quand on discute avec Marin Montagu, c'est souvent le résultat d'une rencontre. Donc voilà, on a envie de se parler, on se parle, on se raconte ce qu'on aurait envie de faire, etc. L'univers de Marin Montagu nous semblait vraiment approprié, très parisien, très fait main, très authentique, au fond, dans sa proposition. Donc là, on trouvait qu'il y avait vraiment quelque chose de très intéressant à raconter. La rencontre a lieu, c'est super, tout le monde a envie d'avancer. Donc voilà, on crée une collection, ensemble. On est finalement assez peu, je devrais pas dire ça, mais assez peu stratège dans nos collections. C'est quand même souvent le résultat d'une rencontre. D'accord. Souvent le résultat d'une envie. Alors, ça marche pas toujours. Il y a des gens avec qui on a hyper envie de faire des collaborations et puis ça marche pas pour des raisons ABCD. Mais c'est vrai qu'on arrive quand même souvent à trouver un terrain d'entente, à la fois parce qu'on peut travailler sur le produit, les coffrets, les recettes, la pâtisserie, mais à la fois parce que nous, on a l'avantage d'avoir des lieux dans lesquels on peut organiser des events. Et très récemment, par exemple, pour la Fête des Mères, on a fait un événement avec Gemio, la marque de joaillerie complètement née online. Et pareil, l'idée, c'était de se dire... on avait envie de faire quelque chose ensemble. On trouvait que c'était intéressant de faire découvrir la pâtisserie et la joaillerie, la gémologie à nos clients respectifs. Donc, on a fait une soirée où les clients La Durée pouvaient découvrir les joyaux et les clients Gemio pouvaient découvrir les gâteaux et apprendre à faire un ispahan. Et ça apporte quoi, ça, justement, à l'un et à l'autre ? Parce que c'est ça qui est passionnant en ce moment, hein. C'est ce croisement d'univers et finalement l'expérience qui en découle pour le client. Absolument, et je pense que ça nourrit la fidélité à la marque, ça nourrit une forme de loyauté, finalement, des clients. On le sait, c'est très difficile de garder une base de clients fidèles, récurrente, etc. Et donc, la capacité qu'aura la marque à proposer quelque chose d'assez unique et assez récurrent à ses clients, évidemment, rend la loyauté et la fidélité un peu plus facile à entretenir. Donc, c'est aussi la logique, si vous voulez, de toujours proposer à nos clients des choses uniques, notamment à certains de nos clients un peu privilégiés, qui sont des clients fidèles, qui viennent à chaque fois qu'on lance des nouvelles collections, qui viennent goûter les nouvelles pâtisseries, qui veulent rencontrer le chef Julien Alvarez, qui sont vraiment très intéressés par l'histoire de la maison. On a envie, évidemment, de prendre soin de ces clients-là, qui sont nos clients les plus fidèles. Donc, c'est aussi dans cette logique-là que ça s'inscrit. Je reviens sur la notion de collection, quand même. Moi, je trouve ça assez passionnant, effectivement. J'ai cru comprendre que vous avez des chefs
sur les 20 marchés sur lesquels vous êtes présents et que vous travaillez des produits sur chaque marché. Comment en fait on définit cela? Est-ce que ça fonctionne comme dans la mode où on se dit chaque saison on retravaille on a nos basiques, on retravaille selon un cahier de tendance, enfin comment ça fonctionne? C'est exactement comme la mode, c'est-à-dire qu'on a dans tous nos pays ce qu'on appelle chez nous les intemporels, donc qui sont un peu les équivalents des basiques, j'imagine, quand on travaille dans une maison de mode, donc qui sont partout présents. Donc pour nous, c'est hyper important d'avoir un certain nombre de recettes, pâtisseries et macarons, qui sont présentes absolument partout, parce que c'est quand même le repère de l'ADN La Durée. Donc vous avez envie d'un plaisir sucré, d'un macaron caramel beurre salé, d'un macaron vanille ou d'un Nice-Parent, vous allez les trouver partout dans le monde. Et ensuite, on va avoir des adaptations, évidemment saisonnières. Donc on a, nous, 4 collections de pâtisseries par an, qui sont animées dans chacun des pays. Et c'est là où on va avoir des spécificités géographiques. On fait de la nourriture, donc on ne peut pas considérer que tout le monde mange la même chose. Tout le monde pourrait avoir le même sac ou tout le monde pourrait porter le même pantalon, mais tout le monde ne mange vraiment pas la même chose. Donc les adaptations locales, elles sont absolument critiques en fait pour notre business, parce que à la fois on a des produits iconiques, donc quelqu'un qui aurait envie de découvrir la pâtisserie française dans sa plus pure définition aura une réponse produit, je dirais, chez nous. Et en même temps, pour venir régulièrement, il faut quand même pouvoir avoir des produits qui soient beaucoup plus adaptés aux saveurs locales. Donc, on va faire des déclinaisons de matières premières, on va faire des déclinaisons de formes pour mieux correspondre aux attentes du consommateur local. Donc, on adapte aussi énormément de choses. Et puis, on a aussi nos collections de coffrets Finalement, le coffret, on peut le voir comme un simple packaging ou au contraire comme vraiment l'expression de ce qu'on souhaite raconter. Et c'est là où il y a énormément de diversité aussi dans le monde. C'est hyper intéressant en fait de voir que vraiment les manières de travailler sont très très proches entre la mode et la pâtisserie, en tout cas comme vous le concevez. Oui, et ça rejoint aussi l'attention qu'on porte à nos boutiques. Enfin, moi, je sais qu'aujourd'hui, on a des boutiques qui, en investissement, sont bien supérieures à ce qui se voit dans la pâtisserie en général. Donc, on sait qu'on a, nous, on défend aussi cet ADN très fort d'une sorte de maison de luxe qui défend l'art de vivre à la française, qui défend le savoir-faire français, qui défend l'excellence au travers d'un produit sucré qu'on vient déguster en salon ou à la maison. Et donc, c'est vrai que ça baigne vraiment notre quotidien. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un peu comme une maison de mode, vous parlez du luxe, je ne sais pas, parce que c'était une de mes interrogations. Comment on a ce positionnement assez haut de gamme de La Durée, mais en même temps, il faut garder un côté un peu mainstream. Quand on est sur les Champs-Élysées, il faut pouvoir accueillir tout le monde. Donc, quelle est l'élasticité finalement du profil de vos clients, de leur portefeuille? Comment ça fonctionne, ça? Alors, vous avez raison, on accueille vraiment tout le monde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le macaron, il est à moins de 3 €. Il est donc d'une certaine façon accessible à beaucoup de portefeuilles. Pas à tous les portefeuilles, mais à beaucoup de portefeuilles. On n'est pas sur un premier objet qui coûterait 500 € dans la boutique. C'est évidemment pas notre cas. Pourquoi est-ce que nous, on se définit comme une maison de luxe? Parce qu'on attache à l'intégralité de nos process, à nos boutiques, à nos recettes, à nos matières premières, à notre savoir-faire, une attention tout à fait similaire à celle des maisons de luxe. Donc, typiquement, sur les matières premières, on est tout le temps à la recherche de ce qui se fait de mieux. On est sur des produits qui, évidemment, sont coûteux à la fabrication. On recrute un chef pâtissier, champion du monde de pâtisserie, parce que on veut continuer évidemment à défendre ce savoir-faire extraordinaire. Donc en fait, nous, on travaille vraiment dans cette logique de l'excellence, tout en ayant évidemment à la fin des produits qui doivent pouvoir s'acheter par une grande majorité de clients. On a évidemment sur les Champs-Élysées une élasticité de profil très importante. On a aussi des clients fidèles qui nous suivent depuis très longtemps, dont l'élasticité est aussi très importante. Donc c'est vraiment, et ça, vous avez raison de le mentionner, pour nous c'est absolument capital. Moi je veux jamais être une maison qui intimide, dans laquelle on se dit ah non, c'est pas pour moi, etc. Au contraire, nous notre mission c'est vraiment de donner à voir, de faire, de continuer à défendre cette espèce d'excellence pâtissière française pour tout le monde, en France comme à l'étranger. On a aussi évidemment cette mission à l'étranger, puisque à partir du moment où vous passez les frontières, il n'y a plus beaucoup de marques qui arrivent à vraiment être présentes dans plusieurs pays. Dans autant de marchés, en tout cas. Exactement. On va avoir évidemment des compétiteurs français dans certains marchés de façon très claire, mais ce n'est pas souvent les mêmes. Et donc, on a aussi cette mission de continuer à faire vivre le savoir-faire pâtissier français.
Justement, en termes de projets, donc vous disiez 20 marchés sur lesquels vous êtes présents, ce qui est effectivement beaucoup. Est-ce que vous avez des projets de développer la durée sur d'autres marchés ? Quels sont les projets d'ici la fin d'année, sur les 2-3 ans qui viennent pour je le disais en introduction, hein, l'ambition c'est de retrouver les niveaux d'activité pré-Covid. Comment vous allez aller chercher cela ? Alors, on a évidemment un plan de développement qui est assez dynamique. La maison a une approche du développement qui est quand même une approche assez raisonnée. C'est-à-dire que nous, on n'a pas vocation à ouvrir 300 boutiques par an. C'est pas du tout notre ADN. Je pense qu'on ne saurait pas faire, pour être tout à fait honnête, même si on se disait que c'était une bonne idée. On reste quand même à une taille relativement limitée, hein, donc les moyens sont ce qu'ils sont. Après, on sait qu'on a des marchés dans lesquels notre marge de manœuvre est encore importante. C'est notamment tout le cas de l'Asie du Sud-Est. Donc, on travaille là en ce moment sur la Corée du Sud, par exemple, qui est un marché dans lequel nous ne sommes pas présents et sur lequel on sait qu'on a une appétence parce qu'on a ces clients coréens à Paris. Donc, on sait très bien que si on ouvrait à Séoul, ça serait sans doute tout à fait un succès et puis ça répondrait probablement à une demande locale. Donc, on regarde pas mal l'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, en Asie, on est présent au Japon, en Chine et en Inde. Donc, on regarde la Corée, on regarde Singapour, on regarde Hong Kong. Donc ça, c'est vraiment sur les aspects, je dirais, développement international. Et puis ensuite, notre autre grand pays, c'est les États-Unis, sur lesquels on est présent depuis 15 ans, mais dont le développement a été assez inexistant au fond, parce qu'on est dans les mêmes villes depuis 10 ans. Donc voilà, l'idée aussi là sur les US, c'est de vraiment redynamiser le développement parce que c'est pareil, c'est un pays multidimensionnel avec énormément de possibilités. Et aujourd'hui, on est resté un petit peu cantonné à notre posture franco-française à New York, on va dire. Donc c'est un projet qui est vraiment intéressant aussi parce que de se poser la question de c'est quoi finalement la durée qui va aller conquérir, entre guillemets, toute proportion gardée, les États-Unis, c'est des questions pour la marketeuse que je suis qui sont évidemment tout à fait passionnantes. On a exactement la même question sur la Chine où on est présent, on a 4 boutiques à Shanghai, c'est tout petit pour le moment. La question de la Chine, c'est une question gigantesque parce qu'on sait bien que c'est pas en faisant la rue Royale à Shanghai que ça va fonctionner. Évidemment, la question, c'est quel est le bon format, quelles sont les bonnes recettes, quelle est la bonne géométrie de la marque qu'il va falloir dessiner pour réussir à vraiment conquérir une forme de marché chinois. Donc ça, c'est vraiment sur l'international. Et puis à Paris, donc là, on termine la rénovation de la rue Royale, hein, qui a l'air d'être un petit sujet, mais qui pour nous était très importante parce que c'est quand même notre adresse originelle, qui n'avait pas été transformée dans son essence depuis toujours. Donc on fait un relooking relativement light, hein, puisqu'on a gardé les plafonds, on a gardé certains muraux, etc. Rappelez-nous, ça a ouvert quand ? Ça ouvre le 1er juillet. Non, donc là, on est l'ouverture de la rue Royale. À 1862. C'était pas hier. 1862. Et ce qui était génial, c'est qu'à l'époque, on était vraiment dans ce quartier de la Madeleine, qui était le quartier où tout se passait. La Maison Ladurée a été le premier salon de thé parisien. Donc, on a vraiment inventé le salon de thé à la française. On a inventé le produit macaron. Donc, cet héritage-là, il est fabuleux et il est incarné à la rue Royale. Donc vous devez le remettre en forme pour le moderniser, mais en gardant ce jus-là. Absolument, il faut absolument protéger l'ADN. On fait partie de ces certaines maisons de luxe, et elles ne sont pas nombreuses à Paris, à avoir leur première adresse. On a cette chance extraordinaire aussi dans ce qu'on peut raconter comme histoire autour de la maison. On a toujours cette adresse, c'est complètement fou. Donc évidemment, on en prend bien soin. Là, on a fait un travail de rénovation à Cordélia de Castellane, qui donc on ouvre là dans quelques jours. Donc pour nous, ça a été aussi un très gros sujet, presque autant émotionnel, je dirais, que transactionnel. Très bien. Mélanie, on arrive au terme de ce podcast. C'était un plaisir d'échanger avec vous et j'ai été ravi de voir ces échanges entre la mode et la pâtisserie. Je trouve ça passionnant. Plaisir partagé, merci. Et on vous souhaite le meilleur sur ces nombreux projets internationaux et pour les Jeux Olympiques, parce que effectivement, on espère qu'il y aura beaucoup de monde et que sur les Champs-Élysées, ce sera une fête et que la durée pourra en profiter. Merci beaucoup. Merci Mélanie, c'est ainsi que se termine ce podcast Luxury Insight Fashion Network. À très vite pour une nouvelle écoute.